Selon le rapport 2014 du Programme des Nations Unies pour le développement, le Cameroun effectue un bond en retrait, notamment en perdant 2 places sur ses indices de développement humain. Il faudrait dire que le pays de Paul Biya occupe désormais la 152e place sur 187 pays identifiés jusqu'ici. La Libye, qui est pourtant en proie à une guerre depuis plusieurs années avec des factions rebelles qui ont pris possession du centre de la ville de Libye, occupe la toute première position dans ce classement des indices de développement humain en Afrique. Il faudrait dire que dans la sous-région également, la position du Cameroun au tréfonds des classements suscite quelques interrogations puisque nous sommes pratiquement derrière le Gabon, mais également le Congo et la Guinée équatoriale. Madame, monsieur, mille fois merci de nous accorder votre attention lorsqu'il est 17h sur LTM Télévision pour vivre le grand format d'un talk show exceptionnel qui consacre une première partie au décryptage de quelques sujets d'actualité et en seconde partie se propose de débattre avec un invité sur des sujets à thème. Vous le savez ici, le débat contradictoire à droite cité, aucune langue taboue n'est permise, mais également nous prônons donc l'échange cordial. Tout de suite, la première transition, ce sont les potins. Dans les potins, nous allons d'abord parler des indices de développement humain. Selon le dernier rapport rendu public en 2014 par le Programme des Nations Unies pour le développement, le Cameroun recule de 2 places. Contrairement au classement 2012, le pays opère donc une perte de 2 places et occupe désormais la 152e place sur à peu près 187 pays identifiés. Il faudrait dire que selon le Programme des Nations Unies pour le développement, le pays également dans la sous-région est pratiquement au tréfonds des classements puisque le Cameroun est derrière le Gabon qui occupe la 112e place, mais également le Congo qui occupe la 140e place et la Guinée équatoriale. En Afrique, pratiquement, c'est la Libye qui connaît donc des moments difficiles, qui occupe la première position à la 55e place. Mais globalement, selon ces indices d'ailleurs de développement, l'on se rend véritablement compte qu'il y a beaucoup d'actions à opérer pour que l'Afrique puisse avancer sur ce terrain-là. On rappelle également, par exemple, que l'espérance de vie globale, en tout cas selon ce rapport rendu public, donc très récemment, en Afrique est de l'ordre d'un peu plus de 56 ans, alors qu'en Asie, on parle d'un peu plus de 66 ans. Et puis en Amérique latine, mais également aux Caraïbes, l'espérance de vie atteint pratiquement la barre des 70 ans. Parlons d'un autre sujet également d'actualité. Il s'agit pratiquement de la communauté urbaine de Douala qui a récemment tenu une session de son conseil consacrée à l'évaluation à mi-parcours de la consommation du budget 2014 avec notamment cette révélation qui a été rendue publique par quelques hommes des médias au sujet des recettes engrangées par la communauté urbaine de Douala. On parle d'un peu plus, on parle de plusieurs sommes d'argent, une recette en tout cas recouvrée à hauteur d'un peu plus de 70% alors que les dépenses frisent à peine la barre des 15%, en tout cas selon la presse. Donc, on aurait un peu plus de 38 milliards de francs CFA dans la caisse de la communauté urbaine de Douala. Le délégué du gouvernement au cours de cette session du Conseil consacrée à l'évaluation à mi-parcours du budget a semblé indiquer que d'ici le mois de septembre, la consommation pourrait atteindre pratiquement le pic et on pourrait donc atteindre la barre de consommation de l'ordre d'un peu plus de 100%. Mais une grosse inquiétude a semblé filtrer au sortir de cette session compte tenu également des retards observés dans la mise en œuvre de nombreux chantiers dans la ville de Douala, une ville également qui connaît, on le sait, et ce depuis belle lurette, des problèmes liés à l'infrastructure. Et le questionnement qui a eu cours juste à la fin justement de cette session était en rapport avec la consommation de ces 38 milliards de francs CFA qui sont toujours dans les caisses de la communauté urbaine de Douala. Et est-ce que finalement, selon certains, la période de congrue est désormais accordée pour l'exercice budgétaire 2014, en l'occurrence les 5 prochains mois seront suffisants pour que cette communauté urbaine de Douala puisse mettre à exécution plusieurs chantiers avec des recettes aussi importantes. Il faut dire que le délégué, quant à lui, a justifié ce retard observé dans la mise à exécution ou la sous-consommation du budget par le fait simplement qu'il y avait des mesures que les mesures mises sur pied par la politique de passation des marchés publics se voulaient davantage plus rigoureux, ce qui expliquait que les dossiers traînaient un peu au niveau des examens. Autre sujet également évoqué
Dans le cadre de cette articulation, il s'agit de la nouvelle égérie du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, en l'occurrence Aminatou Aïdio, qui a pratiquement disparu de la scène médiatique au lendemain de ce scrutin du 30 septembre 2013. Il faudrait rappeler également qu'elle avait rejoint les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais peu avant le scrutin, le double scrutin du 30 septembre dernier. Elle a été reçue d'ailleurs en triomphe au niveau du comité central de ce parti politique, où elle avait d'ailleurs battu campagne avec, dit-on, une forte somme d'argent pour battre campagne dans la partie septentrionale du pays. Mais après ce scrutin-là, plus un mot sur la trajectoire qu'aurait pris donc la Benjamin de la fratrie Aïdio. Mais des informations rapportées par les hommes de médias issus de quelques investigations fera état en tout cas de ce que l'égérie du RDPC continue à résider au Cameroun, soit en dépit de quelques voyages, 3 au total, qu'elle aura effectués à l'extérieur du pays. Elle se veut d'ailleurs très peu active sur son compte Facebook, qu'elle a certes modifié au niveau du profil en y mettant celui du sépulcre de son papa. Les informations donc de la presse révèlent également qu'elle serait toujours au Cameroun, mais qu'elle séjournerait dans un hôtel huppé de la capitale économique, tout frais payé par le contribuable camerounais. Terminons cette revue de la presse avec ce devoir de mémoire que nous imposent désormais tous ceux qui ont combattu pour la liberté du Cameroun. On se rappelle également qu'il y a quelques jours, la communauté Sawa a initié une sorte de commémoration adressée à tous ceux qui ont donc lutté pour le Cameroun à la période coloniale. On parlait pratiquement du centenaire des martyrs de l'indépendance du Cameroun, une célébration qui visiblement n'a pas connu l'écho national qu'on aurait visiblement souhaité. Pourtant, le pays regorge évidemment de figures de pros qui ont milité ardemment pour l'indépendance et la lutte pour la liberté du Cameroun. Un devoir de mémoire qui nous impose désormais sans doute une sorte de pause, mais également une réflexion autour de l'histoire qu'on souhaite léguer aux générations futures. Il faut dire que si cette célébration était certes présidée par l'autorité de Douala, la plus haute d'ailleurs, le gouverneur de la région du littoral, il faudrait également révéler très clairement que l'absence ou simplement le manque de communication émanant des pouvoirs publics, en l'occurrence le gouvernement camerounais, a laissé présager qu'il s'agissait d'une sorte de négligence volontaire, compte tenu également de la dernière sortie du chef de l'État qui a lui également été fustigé par des hommes politiques et qui semblait assimiler les attaques asymétriques de la secte intégriste Boko Haram à ce qui s'est passé lors de la période du maquis au Cameroun et qui avait donc suscité le courroux de quelques hommes politiques au Cameroun. Voilà pour la toute première articulation, madame, monsieur. Et tout de suite, l'on reçoit l'invité, c'est après cette courte transition. L'invité avec lequel nous partagerons la seconde partie de ce programme est donc un acteur de la société civile. Il est le président de l'association alternative urbaine. Il s'agit de Bertin Charles Timac. Bonsoir et mille fois merci d'être venu. Oui, bonsoir Yves, merci de m'avoir invité à votre émission. Bonsoir également à vos nombreux téléspectateurs qui vous écoutent en ce moment. Merci. Alors, très récemment, vous avez tenu une conférence de presse pour rendre publique la quintessence d'une étude que vous avez menée sur le terrain en rapport avec le transport clandestin. Quel en était le contenu? En fait, disons qu'il ne s'agissait pas d'une conférence de presse. On a réalisé une étude sur la corruption dans le secteur du transport dit clandestin ici à Douala. Et c'est une étude qui intervient dans le cadre d'un projet qui porte sur la lutte contre la corruption dans le secteur du transport dit clandestin ici à Douala. Justement, donc, nous avons ciblé là le transport par cargo, comme on le dit communément. Sinon, c'est le transport par minibus populaire, comme on a tendance maintenant à vouloir nommer ce type de transport. Parce que on a rencontré des transporteurs qui ont refusé de répondre aux questions parce qu'on les appelait les transporteurs par cargo. On va y revenir très largement, mais je voudrais qu'on s'arrête quand même sur cette étude-là que vous avez donc menée. Est-ce que l'échantillon qui est le vôtre dans le cadre de cette enquête-là est suffisamment représentatif pour que l'on accorde une crédibilité au rapport que vous avez dressé? Parlant de l'échantillon de l'étude, bon, on a utilisé la méthode de l'échantillonnage raisonné
par quota. Et là-dedans, on a interviewé les usagers, on a interviewé les exploitants, qui sont constitués des promoteurs, des chauffeurs et des aides chauffeurs. On a également interviewé les autorités administratives et locales. Et là-dedans, on a des sectoriels clés qui interviennent sur la question du transport. On voit notamment le ministère des Transports, on voit le ministère du Développement urbain et de l'Habitat qui intervient également sur les questions de développement de la ville. On voit également le ministère des Travaux publics et puis maintenant on voit la communauté urbaine qui intervient également là-dedans. On voit les mairies d'arrondissement. Également, on a interviewé les forces de maintien de l'ordre qui interviennent aussi au niveau de la sécurité routière. Également, toujours dans l'échantillon, on a choisi des têtes de ligne. Parce que, comme vous le savez très bien, le transport se fait par cargo, bien par minute populaire, se fait par tête de ligne. Il y a des lignes Bonabéry, Marché Central, Bonabéry, Ndokoti, il y a Dalip, Village. Donc, on a intégré tous ces éléments dans la constitution de l'échantillon. Et on a mené une étude qui s'est appuyée à la fois sur les données qualitatives et quantitatives. Donc, je pense que l'échantillon, par rapport au type d'étude que nous on a mené, qui se voulait exploratoire, est suffisamment crédible pour que ce qui en est ressorti soit également crédible. Est-ce que l'étude donc ainsi rapportée permet d'avoir une plus large vision sur ce qui se passe sur l'ensemble du triangle national? Est-ce que le circonscrit, est-ce que l'ayant circonscrit par exemple à 2 espaces géographiques, peut-être ceux de Yaoundé et de Douala, permet justement d'avoir la même perception des indices de corruption dans ce secteur dans les autres villes du Cameroun? Bon, je pense qu'on ne peut pas tout de go extrapoler les résultats de l'étude qu'on a menée dans toutes les autres villes. Parce que déjà, vous savez que Douala, c'est la métropole économique où le trafic est davantage assez dense et où les modes de transport que nous on qualifie un peu d'atypiques, c'est-à-dire quand tu vois les motos, taxis, quand tu vois les cargos, quand tu vois... Donc, à Douala, ça a un autre poids que peut-être, je ne suis pas sûr qu'ailleurs, les motos, taxis en ont, encore les cargos en ont. Donc, pour nous, c'est d'abord au niveau de Douala, essayer de comprendre comment est-ce que le phénomène fonctionne, comprendre comment est-ce que les acteurs interagissent avec les échanges de corruption. C'est-à-dire, pour nous, c'était au niveau des interactions corruptrices sur le transport par cargo. Donc, je ne pense pas qu'on puisse tout de go extrapoler les résultats au niveau national. Mais il y a quand même des éléments de comparaison. Hein. On peut avoir des éléments de comparaison. Lesquels, par parce exemple? qu'après tout, on est au Cameroun. Parce que, bon, finalement, on s'est rendu compte qu'il y a un problème de régulation du transport informel au Cameroun, du transport populaire. Donc il y a... Pourtant, il existe quand même des voies légales, mais il y a une contradiction. des dispositions de la loi qui permettent la régulation de ce secteur. Qu'est-ce qui peut justifier? C'est-à-dire il y a une divergence de point de vue sur la réglementation qui régit ce secteur. Par exemple, nous sommes rendus compte que parmi les autorités qui sont chargées de suivre la mise en œuvre de la réglementation, il y a une bonne partie qui affirme qu'il n'y a pas de réglementation sur le transport par cargo. Qui font preuve donc de méconnaissance en la matière. On va y revenir, mais restons dans la corruption. Est-ce qu'il y a péril en la demeure, s'agissant du secteur justement du transport par cargo? Bon. Est-ce que le phénomène est si important dans ce secteur d'activité? Parlant de la corruption. Il est important, il est manifeste, il est notoire. On a l'aveu de pratiquement 98% des acteurs du secteur qui ont affirmé qu'il y a la corruption dans le secteur. C'est-à-dire les usagers, les exploitants, même les autorités administratives ont affirmé qu'effectivement, il y a la corruption. Et cette corruption-là se nourrit des failles de la réglementation. C'est-à-dire c'est comme s'il n'y a vraiment pas une réglementation claire qui régule le secteur.
Alors, quelle est la plus-value d'une étude, même si elle se veut exploratrice, comme celle que vous avez menée, par rapport au rapport généralement notifié par la Commission nationale anticorruption? Qu'est-ce que vous apportez de plus? En fait, notre étude s'est appuyée sur les logiques des acteurs, les sites de corruption et les interactions qui se passent entre les différents acteurs. Et nous voulons maintenant nous appuyer sur les acteurs pour combattre la corruption. Ça veut dire quoi? Le transport par cargo, c'est les transporteurs, les exploitants, qui, pour moi, sont les principales victimes de la corruption. C'est-à-dire que si jamais on travaille à ce que les exploitants, notamment à travers leurs organisations, défendent leurs droits, on pense que on peut davantage lutter contre la corruption. C'est-à-dire nous voulons nous appuyer sur les acteurs pour qu'eux-mêmes ils défendent leurs droits. Donc, le secteur, bien que soi-disant informel, a des organisations qui certes ont leurs faiblesses. Alors, dans ce secteur-là, qui est le corrupteur et qui est le corrompu? Vous qui avez mené cette enquête-là. En fait, la réponse doit être... en fait, elle est complexe. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on est presque obligé de corrompre. Ça veut dire quoi? Les véhicules qui servent de transport dans ce secteur-là, c'est généralement des véhicules qui ont des cartes grises de 2 places. Quand ils sortent du port, et du coup, on les transforme en transport de personnes. Donc, quand vous avez ce genre de véhicule, où on sait que vous n'êtes pas qualifié pour faire le transport, donc vous-même, vous êtes quelque peu obligé de faire certaines manœuvres pour pouvoir vous en sortir. Et de l'autre côté aussi, la force de maintien de l'ordre qui sait que vous avez ce désavantage attend aussi à ce que vous fassiez le geste qui sauve, comme on dit au Cameroun. Donc, ici, il n'est pas question de dire qui corrompt ou bien qui ne corrompt pas. C'est questionner tout le système pour voir comment est-ce qu'on fait pour, sinon mettre un terme à ça, réduire. Donc, ici, on est dans une situation où on est presque obligé de fonctionner de cette façon. Même pour ça qu'on appelle ça clandestin, parce que là, on se cherche. Bon, là, vous évoquiez visiblement l'incurie et forcément le dysfonctionnement d'un secteur d'activité, notamment celui des transports par cargo. À votre avis, aujourd'hui, avec un peu de recul, qu'est-ce qui peut expliquer ce désordre observé dans ce secteur d'activité et le dysfonctionnement qui conduit justement au phénomène de corruption que vous avez identifié? En fait, déjà, il faut dire que cette étude nous a permis de rentrer un peu en arrière pour voir comment est-ce que depuis les années 90, avec la crise, l'État a abandonné le mode qu'il avait utilisé pour gérer le transport en milieu urbain, notamment le mode monopolistique. Vous savez qu'à l'époque, c'était la SOTUC qui faisait les longues distances à moindre coût. Maintenant, avec la crise, bon, l'État a abandonné ce mode et aujourd'hui... Non, mais il existe également une autre entité qui a été mise sur pied, qui continue à jouer le rôle que jouait la précédente entreprise de transport. Justement, donc là, l'État devient plutôt régulateur. C'est-à-dire que l'État doit plutôt aménager des infrastructures routières pour faciliter l'exploitation privée du transport. Donc, justement, la convention qui est passée notamment à Douala entre la communauté urbaine et la Socature, pour que la communauté urbaine aménage les infrastructures routières pour faciliter le transport. Donc, on se rend compte, pour ce qui est du cas des transports par minibus, que apparemment, ce sont des laissés pour compte, parce que on n'a pas de parking pour les minibus, on n'a pas, donc on ne sent pas comment l'État accompagne aussi ces acteurs-là dans leur activité, alors que de l'autre côté, avec les bus, il y a quand même un partenariat plus ou moins rapproché. Donc, alors, l'une des solutions, selon vous, aurait été quoi?
d'extirper de la circulation ces cargos ou simplement d'aménager davantage des voies de circulation, puisque la communauté urbaine qui a encore dans ses caisses un peu plus de 38 milliards a l'opportunité financière d'engager ce type de chantier-là. Est-ce que ce sera une solution pour justement rompre avec l'incurie et le dysfonctionnement? En fait, nous, on ne dit pas qu'il faut extirper ou bien ne pas extirper. Nous, on dit qu'il faut penser un système de transport intégré en milieu humain. Parce qu'il faut dire, ces modes de transport-là répondent à un besoin social qui est là. Ils répondent à un besoin social. Donc, ils permettent aux zones périphériques, ils réduisent les zones périphériques. Mais Donc, quand on regarde par exemple l'état de ces véhicules-là, la manière avec laquelle l'entretien est fait de manière très légère, vous n'allez certainement pas me contredire sur la question, l'état même des véhicules et l'impact qu'elle peut avoir sur la santé des usagers, comment on peut comprendre que ce type de moyen de locomotion, fût-il un moyen pour allier les centres-villes pour ceux qui habitent pratiquement à la périphérie, comment on peut comprendre que des types de véhicules de ce genre, qui devraient en principe être à la casse, puissent se retrouver en train de circuler au centre-ville? en fait, je pense que la grande question, c'est de se demander pourquoi est-ce que les gens empruntent toujours ce mode de transport tout en voyant l'état du véhicule. Hein? C'est-à-dire que malgré l'état du véhicule, les gens empruntent et se bousculent même. Moi, je pense que la grande question, c'est de se demander pourquoi est-ce que, malgré les surcharges, malgré l'état du véhicule, les gens continuent toujours à l'emprunter. Hein? C'est-à-dire que partant de là, on va comprendre que c'est parce qu'il y a un besoin qui doit être satisfait. Et qu'en l'état actuel, il n'y a que ces véhicules qui peuvent satisfaire ce besoin. Donc, il faut qu'on réfléchisse pour voir. Donc il faut multiplier par exemple des zones de dessert pour ce qui est du transport urbain par bus, comme c'est le cas avec l'entité qu'on a évoquée tout à l'heure, qui a été créée. Ça pourrait être une solution. Ou alors la solution imminente, c'est d'abord d'avoir de meilleures voies de communication, de bonnes routes parfaitement construites, et puis évidemment multiplier le nombre de zones de dessert. C'est cela ou... En fait, c'est comment moderniser le transport public dans la ville de Douala, bien dans la ville camerounaise. Comment moderniser ça? Comment peut-être accompagner ces acteurs-là à avoir des véhicules plus confortables, à être... Est-ce que le pouvoir d'achat permet aux uns et aux autres justement de se procurer ce type de véhicule? Justement, si on mène la réflexion, on peut regrouper les gens et puis avoir des licences de transport urbain et avoir des véhicules dignes de ce nom. Moi, je pense que le travail, c'est dans la réflexion. Comment moderniser le système de transport dans les villes? Comment éviter qu'on ait des voitures vétustes qui transportent les gens en surcharge et tout et tout. Donc, c'est comment moderniser le système de transport dans les villes. Donc, la question n'est pas dit extirper les véhicules, machin, parce que dans tous les cas, ils répondent à un besoin social. Voilà pourquoi les gens, même quand il est en piteux état, comme c'est le cas, par exemple, les gens, sur les lignes Aqua Village. Voilà comment les gens se bousculent dedans. Voilà comment les gens se bousculent dedans tout en voyant ce piteux état. Parce que c'est là où il y a l'enjeu. Hein? C'est-à-dire que si ces gens sont avec les véhicules et qu'on n'emprunte pas, ils ne vont plus jamais sortir avec. Mais puisque les gens sont là, ils en ont besoin, en dehors de ça, ils vont faire comment? Hein? Avant de parler des exigences qu'impose la modernisation, mais également la régulation de ce secteur d'activité, arrêtons-nous quand même sur les indices de corruption. À quel niveau on en est? La corruption est plus étendue à quel niveau dans ce secteur-là? Bon, pour nous, c'est d'abord sa banalisation. Hein. C'est-à-dire que la corruption dans le secteur des transports par cargo est banalisée. C'est-à-dire qu'elle se pratique à ciel ouvert. Donc, tout le monde sait que là-dedans, il y a la corruption. Donc, la question que nous nous posons, c'est de savoir, au moment où on est en train de lutter contre la corruption, comment se fait-il qu'il y a un secteur où la corruption se pratique à ciel ouvert, où les passagers eux-mêmes assistent aux actes de corruption, où les policiers s'offrent à la corruption sans être gênés. Donc, pour nous, ce n'est pas tellement le niveau
de corruption, mais c'est sa banalisation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est devenu monnaie courante, tout le monde le sait. Donc c'est devenu un fait de société. Donc pour nous, c'est d'abord ça la vraie question. D'où vient-il que dans un secteur comme celui-là, la corruption soit la chose la mieux partagée? Est-ce qu'il y a un secteur d'activité au Cameroun où la corruption n'est pas la chose la mieux partagée? Bon, c'est que déjà même la corruption, c'est quelque chose qui se passe. Alors, qu'est-ce que le rapport ou l'étude que vous menez apporte justement de nouveau à ce qu'on connaît en termes de corruption au Cameroun? On sait pratiquement que tous les secteurs sont touchés. Généralement, on a ce rapport de la CONAC, le dernier en date. La synthèse, d'ailleurs, est encore disponible. Le département d'État évoque généralement ces questions de corruption dans tous les secteurs d'activité. Mais qu'est-ce que le rapport qui est le vôtre, l'enquête que vous venez de mener, apporte comme plus-value à cette pléthore de rapports sur la question du transport, par exemple, urbain au Cameroun, ou l'amélioration de ce secteur? En fait, disons que de notre point de vue, la plus-value se situe à deux niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord de démontrer que la corruption se passe vraiment, que ce n'est pas ce qui se passe par derrière, comme le barchit, comme on dit dans la corruption. Donc, c'est quelque chose qui se passe assez ouvert. Et de deux, c'est de montrer les limites du mécanisme actuel de lutte contre la corruption, notamment au niveau opérationnel. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut faire que les acteurs même du secteur combattent la corruption? C'est-à-dire, c'est là où nous voulons effectivement en venir. Comment amener les transporteurs à pouvoir être eux-mêmes les acteurs de lutte contre la corruption? Parce qu'à présent, la plupart des mesures qui sont prises sont beaucoup plus administratives. C'est-à-dire, c'est l'affichage des prix au niveau du ministère des Transports, c'est les numéros qu'on donne. Mais comment organiser les acteurs pour qu'eux-mêmes ils puissent dire non à la corruption dans leur secteur? Donc, c'est quelque chose que nous avons pu démontrer dans notre étude qu'il n'y a pas de mécanisme approprié, il n'y a pas de mécanisme. Lorsque vous parlez de pensé mécanismes, par vous les faites acteurs. justement allusion à quoi exactement? Lorsque vous parlez des mécanismes appropriés pour réguler ce secteur et réduire la corruption, vous faites allusion à quoi? Comment organiser les exploitants du transport à pouvoir dire non à la corruption dans leur secteur? Comment les organiser, les accompagner à pouvoir dénoncer et poursuivre les arnaques de corruption? Donc, c'est là où nous voulons en venir. Et comment on procède? Déjà, il faut qu'on éduque les exploitants à la citoyenneté et à leurs droits. Et qu'on mette à leur disposition des outils pour pouvoir dénoncer et des gens pour les accompagner en cas de besoin. Est-ce que vous pensez que la mise sur pied de ce que vous venez d'énumérer sera largement suffisante? Je prends par exemple le cas des initiatives à résultats rapides qui sont en cours d'expérimentation dans des structures qui sont parfaitement régulées et qui sont bien structurées, et pourtant des structures et des secteurs dans lesquels la corruption continue d'être grandissante. Vous pensez que ces mesures-là, qui sont plus ou moins, peuvent être qualifiées plus ou moins de légères, peuvent apporter quelque chose à la réduction de la corruption dans le secteur de transport par cargo? En fait, vu qu'ailleurs, avec les mécanismes actuels, on a le sentiment qu'on n'a pas beaucoup avancé. Oui, il faut dire que ce qu'on est en train de faire dans le secteur du transport, c'est déjà quelque chose qui est expérimenté au niveau des écoles, au niveau des collèges à l'ouest, par une autre association, une autre ONG avec laquelle on travaille. C'est-à-dire, on a mis en place un mécanisme de dénonciation des actes de corruption en milieu scolaire. Et ça a véritablement fonctionné. Est-ce que tout ça ne part finalement même pas du laxisme des pouvoirs publics quant à la régulation de ce secteur? Je me souviens que dans cette étude-là, quand même, vous avez relevé qu'il y a pas mal de personnes qui conduisent ces véhicules-là et qui n'ont pas de carte grise, encore moins de permis de conduire. Comment on en arrive à cela? En fait, bon, l'État a sa part de responsabilité et c'est connu. Nous, on ne voudrait pas beaucoup s'attarder là-dessus. On peut, si on est organisé, pousser l'État à davantage agir. Nous voulons prendre l'autre bout
pour amener les organisateurs, enfin les exploitants du secteur à pouvoir pousser l'État à assumer ses responsabilités. Parlons de régulation de ce secteur et de modernisation justement du secteur des transports par cargo. Comment on y procède? Vous qui avez mené cette étude-là, quelles sont les solutions pour une bonne régulation de ce secteur d'activité, accompagnée visiblement d'une modernisation des infrastructures? Comment on procède? En fait, bon, il faut dire que il faut avoir une approche globale, une approche systémique du problème. Après l'étude que nous avons menée, ce que nous allons faire par la suite, c'est organiser un atelier d'experts, justement pour que partant des pistes de recommandation qu'on a dégagées, que les experts puissent réfléchir et sortir des pistes de régulation, bien de modernisation du secteur. Mais d'emblée, on peut dire que la solution n'est pas de vouloir bannir le mode de transport, mais davantage à réfléchir pour voir comment on intègre ce transport-là dans le système de transport en milieu urbain. Peut-être qu'il faudrait avoir une réglementation peut-être intermédiaire qui permet à ce qu'on passe par là pour être un transport conventionnel. C'est-à-dire, pour nous, c'est peut-être réfléchir dans ce sens-là pour voir dans quelle mesure on met en place un processus de migration du secteur populaire vers le secteur conventionnel. Je pense qu'on peut mener la réflexion là-dessus et je crois que c'est... Quelle est la portion de l'informel dans ce secteur d'activité? Faisable. Il est totalement informel ou il est partiellement informel? Il n'est pas totalement informel parce que nous avons rencontré des agents de transport qui parfois envoient des véhicules faire le transport, pour aller transporter les gens au marché central ou bien à Dalip. Donc, ce n'est pas entièrement informel. Et on a même vu qu'aucun de ces véhicules n'a pas un seul papier. Donc, ils sont en partie formels parce qu'ils ont des papiers, mais peut-être pas tous les papiers. Déjà même que quand il faut sur les papiers, c'est pas facile. Donc, pour me résumer, j'ai dit, même le transport, là-dedans, il y a les agents de transport qui, par moment, le font. Et puis, ces véhicules ont au moins un papier. Que ce soit... Il y a des véhicules qui sont pour la plupart des épaves. Des épaves, ça c'est clair. Et que pour une ville comme Douala qui veut se moderniser, on en est vraiment loin des réalités d'une modernisation. En fait, à mon avis, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, les gens l'empruntent parce que n'ont pas d'alternative. C'est comme les motos qu'on emprunte pour traverser le pont du Vouré. Quand tu vois les bouchons, tu n'as pas de choix, tu es pratiquement obligé. Alors quand un secteur comme celui-là n'est pas régulé, comment est-ce que se passe la tarification? Bon, la tarification, elle qui se fait à la criée, au bon vouloir du propriétaire, comme d'ailleurs c'est le cas, puisqu'ils ont visiblement arrimé leur tarif de transport à celui homologué aujourd'hui par les pouvoirs publics. En fait, je pense qu'ici, il faut, c'est-à-dire, sont des stratèges. Le tarif régulier, c'est 200. Et vous voyez, par rapport aux distances parcourues, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut louer, qu'il faut encourager. Je crois même que c'est pour ça que les gars font la surcharge pour rentrer dans leurs bénéfices. Donc, les gars qui quittent de Bonabéry, arrivent au marché central à 200 francs. Donc, sincèrement, ça, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Maintenant, par rapport à l'état des véhicules, bon, c'est à qui mieux. C'est un peu à qui mieux quand tu vois le secteur. C'est un secteur qui n'a pas été pensé par les pouvoirs publics. L'État a montré ses limites et puis les gens sont en train de rentrer là-dedans. Donc maintenant, moi je pense que la véritable question c'est de savoir comment est-ce que l'État réfléchit avec ces gens-là pour les intégrer dans le mode de transport. En attendant, si un jour on peut avoir les tramways comme on dit et tout. Mais ça, c'est un rêve. Vous pensez qu'il y a une possibilité d'intégration de ce mode de transport-là? Bien sûr. Puis déjà, même d'une façon ou d'une autre... Avec les moyens de locomotion qu'on observe dans nos rues? À mon avis, d'une façon ou d'une autre, ils sont même déjà intégrés dans le système de transport.
de façon tacite. Parce que quand tu lèves le matin, c'est que tu attends le cargo. Quand tu veux acheter un terrain, tu regardes pour voir si la moto arrive là-bas, si le cargo arrive là-bas. Ça dit que ça, la ville grandit avec tout ça. Donc, ça contribue à la production de la ville. Donc maintenant, il reste que l'État. Alors, vous souhaitez qu'on réfléchisse, que l'État réfléchisse sur l'organisation d'un secteur d'activité dans lequel une bonne frange des conducteurs sont des apprentis, où la question du permis de conduire est une réalité, ne parlons même plus de la carte grise et des autres titres de transport, ou pire encore, le moyen de locomotion usité est un moyen qui est dépassé, qui relève d'une autre époque, et vous voulez qu'on organise un secteur comme celui-là parce que la conjoncture oblige? En fait, moi, je voudrais prendre un peu le cas des mototaxis, qu'on a un peu voulu, à un moment donné, les taxer de ceci ou cela. Mais aujourd'hui, on est presque obligé de conjuguer avec ces gens. Même le chef de l'État, dans ses discours, essaie un peu de leur faire la cour. Mais l'une des réalités de cela, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à circuler au Cameroun et qu'on a dû réduire l'importation des motos. Oui, n'en déplaise, ils sont là. Ces gens sont là et ils continuent toujours à fournir les emplois aux Camerounais, ils continuent toujours à servir les citadins au Cameroun, les populations au Cameroun. Donc, pour moi, ce n'est pas la vétusté des véhicules, ce n'est pas parce qu'on conduit sans permis. Quoique, c'est d'abord penser comment est-ce qu'on régule le secteur, de telle sorte qu'il n'y ait plus de chauffeurs sans permis, qu'il y ait des bons véhicules. Pour moi, c'est ça. Des véhicules assurés. Assurés, pour moi, c'est ça la question. Mais pas des véhicules pareils, parce que pour l'instant, c'est ça, malheureusement. Je doute qu'une agence d'assurance décide d'assurer de tels véhicules. Et justement, on en a discuté lors de l'atelier, lors de la restitution. Il n'y a aucune agence qui peut accepter, s'engager, assurer un véhicule dont la carte grise porte 2 places. Alors finalement, ce transport aujourd'hui est un transport à risque, même si les citoyens et les usagers sont plus ou moins obligés de l'emprunter compte tenu du fait que la seule société de transport urbain public aujourd'hui ne dessert pas toutes les zones. Mais quelle est la part de responsabilité, et j'y arrive justement, des pouvoirs publics dans la régulation et la modernisation de ce secteur, et quelle est la responsabilité des acteurs même? Donc, il y a la responsabilité de l'État. Quoique l'État s'est tellement désengagé qu'il a presque abandonné la ville à elle-même. C'est pour ça qu'on parle de l'urbanisation anarchique. Ce n'est pas seulement le cas des transports par minibus, c'est le cas des quartiers qui naissent du jour au lendemain, c'est la construction anarchique. Donc, ce n'est pas seulement un phénomène lié au transport. Donc, je pense que les pouvoirs publics doivent jouer véritablement leur rôle de régulateur, c'est-à-dire en créant des infrastructures routières. Parce qu'ils développent ce mode de transport, c'est parce qu'on a un problème de route, on a un problème de réglementation, donc c'est tout ça le problème. De réglementation ou d'application de la réglementation? Déjà même la réglementation aussi. C'est-à-dire la réglementation qui fasse sens pour tout le monde. Parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, les pouvoirs publics eux-mêmes ne s'accordent pas sur la réglementation concernant le transport populaire dans les villes. Il y en a qui pensent que ça existe, d'autres qui pensent que ça n'existe pas. Déjà, ça, c'est un problème. Et même du côté des transporteurs, eux-mêmes, ils sont perdus. Donc, il y a également ce problème-là. Puis maintenant, le problème d'aménagement des infrastructures. Même la Socatu se plaît. Parce que quand tu fais 2 heures, 3 heures de temps dans les bouchons, tu ne t'en sors pas avec les gros bus. Même tu causes aussi des embouteillages avec ces longs bus qui font des heures dans les ils ne s'en sortent pas eux aussi. Donc, il y a d'abord ce rôle de l'État, amener des infrastructures pour que les gens puissent circuler normalement. Je crois même que s'il y avait vraiment les routes, peut-être même que les cargos disparaîtraient d'eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, si on voit que c'est un mode qui est vraiment nécessaire, on l'accompagne. Si on voit qu'on peut faire... On est en train de penser à un transport pluriel à Douala. On a le Vouri.
on peut quitter de Bonamo Sadi pour arriver à Bonanjo par bureau, par la main. Ça, c'est possible aussi. Ça va contribuer à décongestionner les routes. Donc, c'est une réflexion qu'il faut vraiment qu'on s'asseye pour mener. Mais jusqu'à présent, ce n'est vraiment pas le cas. Donc, il y a d'abord le rôle des pouvoirs publics, également le rôle des exploitants. Oui. Parce que les exploitants aussi, ils ne sont pas seulement là pour chercher de l'argent, ils sont aussi là pour se battre pour que leur secteur se développe et qu'il se développe bien, notamment à travers leurs organisations. Nous avons rencontré les organisations des exploitants du transport par minibus. Mais quand tu vois leur centre d'intérêt, c'est pas la défense des intérêts de leurs membres, des droits de leurs membres. C'est davantage les questions d'aide. Qu'un membre, on parle des marchés, mais tu ne sens vraiment pas comment ils ont une dimension de réflexion sur les politiques publiques de transport. Et ça, c'est un problème. Donc, nous devons aussi aider l'État à bien faire ce qu'il a à faire. Nous devons apporter notre contribution en tant que citoyens. C'est un secteur qui a des syndiqués ou des syndicats? Oui, il y a des syndicalistes, mais qui ne sont pas encore bien outillés pour défendre et faire que le secteur évolue. Il y en a. Mais c'est des associations, pour la plupart, des amicales même, pour la plupart. Donc, ils ne sont là que pour aider les membres en cas de deuil, en cas de maladie, bien quand tu es en cellule et tout et tout. Mais alors, j'imagine que pour financer cette enquête alternative urbaine a dû mobiliser plusieurs ressources financières. Vous avez pris l'argent où? En fait, il faut dire que le projet est financé par l'Union européenne dans le cadre du 10e FET. Donc, avec la coopération entre le Cameroun et l'Union européenne à travers le MINEPAT, ils ont mis en place un outil de financement qui s'appelle le programme d'appui à la société civile. Donc, ce programme-là, c'est le PAS qui a financé le projet, dont l'étude n'est qu'une partie. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'étude, c'était d'abord pour comprendre comment est-ce que la corruption se passe dans le transport par minibus. Puis maintenant, après ça, il va falloir qu'on trouve un espace avec les experts pour réfléchir et voir quelles sont les recommandations qu'on peut faire à l'endroit des pouvoirs publics par rapport à ces secteurs-là. Et puis, on va également travailler avec les exploitants, sinon leurs organisations, pour voir dans quelle mesure elles peuvent davantage faire fonctionner le secteur, c'est-à-dire défendre leurs droits. Et puis maintenant, mettre en place un mécanisme de dénonciation et d'accompagnement des victimes de la corruption dans le transport par cargo. Donc c'est ça tout le projet qui a été financé. Donc c'est une étude, bon, c'est pas grand-chose. C'est le PAS qui nous a permis de réaliser l'étude. Beaucoup d'argent a été mobilisé par le PAS pour vous aider dans cette étude-là. En fait, le projet... Et quelle est la contribution des pouvoirs publics dans l'enquête que vous avez menée? Bon, l'étude, enfin le projet même, le budget global, c'est 13 millions. C'est-à-dire pour tout ce qu'on doit faire dans le cadre de cette étude-là. Et la contribution des pouvoirs publics, nous comptons beaucoup sur eux d'ailleurs, parce qu'on a mis... Jusqu'ici, ils n'ont pas réagi? Parce que, en fait, nous avons mis en place un comité de pilotage du projet où siège la communauté urbaine, la délégation départementale du transport, les forces de maintien de l'ordre et les exploitants du transport par cargo. Bon, jusqu'à présent, on a la présence de la communauté urbaine, du ministère du Transport et des exploitants aussi. Mais également, on aimerait bien que leur contribution aille au-delà de leur présence physique dans les ateliers. On aimerait bien que davantage ils contribuent à ce projet-là. Alors, tout le mal que nous, on vous souhaite, c'est que les résolutions de ces enquêtes-là ne finissent pas dans les tiroirs, comme la plupart des résolutions finissent dans notre pays. Très rapidement, on va prendre la toute dernière articulation de ce programme. Il s'agit de politique et société. 2 sujets à l'actif de cette articulation.
Monsieur Timac, on va très rapidement parler d'un sujet qui avait été évoqué en son temps par le ministre de tutelle. Il s'agissait d'une solution visiblement palliative pour résoudre la saignée sur l'asphalte sur nos routes. Donc, on parlait de la possibilité d'une expérimentation du permis à points. C'est vrai que l'information n'avait pas filtré lors de la phase des questions orales adressées donc au secrétaire général de ce ministère de tutelle qui avait clairement indiqué en tout cas que ce fameux permis à points n'était pas à l'ordre du jour. Mais passé les faits d'annonce justement, est-ce que pour vous qui êtes membre de la société civile, le permis à points aurait été une solution pour réduire les accidents de circulation au Cameroun? En fait, je pense que le permis à points ailleurs, c'est une solution, mais je crains que peut-être chez nous, ça ne puisse pas être une solution. Parce que déjà, au Cameroun, si on appliquait les sanctions liées aux infractions commises par rapport au code de la route, on ne serait pas en train de parler du permis, c'est pour ça que du permis à points. Alors donc si justement le permis à points vient également s'amasser sur des mesures déjà prises, ça veut dire que vraiment peut-être ce n'était pas la bonne solution. Il y a des sanctions par rapport aux infractions sur la route, c'est-à-dire que ce soit les accidents, que ce soit la violation du code de la route, il y a des sanctions qui sont prévues déjà. Donc le permis à points plutôt cherche à mettre la responsabilité sur la tête du conducteur ou bien du patron du conducteur. Est-ce que cela ne résulte pas quand même de quelques études menées dans le domaine qui font état quand même de ce que les accidents observés sur la route sont pour la plupart dus aux conducteurs? En fait, la maladresse des conducteurs. Moi, je pense que le problème ne devrait pas être regardé sous le seul angle des conducteurs et des exploitants, des propriétaires des véhicules. Est-ce que ce regard-là n'est pas simplement dû au fait que les routes n'ont pas véritablement changé depuis pratiquement plusieurs décennies? C'est pratiquement les mêmes routes, même s'il y en a qui sont venus s'y ajouter. Pourtant, la fréquence quand même des accidents s'est accélérée. Est-ce que ce n'est peut-être pas sous cet angle que les pouvoirs publics ont voulu prendre les choses pour sembler justifier que la question des accidents est notamment due aux chauffeurs et non davantage à l'état des routes? Donc, en fait, ça dit que le chauffeur, il est d'abord formé dans une auto-école qui elle-même doit vraiment prendre des mesures pour que le chauffeur qui en sort soit vraiment bien. On sait que le secteur également outillé. connaît une cacophonie indescriptive. Voilà, on a du mal à identifier l'auto-école qui est agréée et celle qui est clandestine. Donc on sait ce qui se passe à l'intérieur et davantage, les agents de transport, rares sont celles qui respectent le minimum de conditions d'exploitation des agences, les conditions de travail même des chauffeurs. Comment il faut pour obtenir des agréments? Bon, c'est tout ça qu'il faut questionner. Enfin, c'est tout ça qu'il faut questionner et ne pas prendre des mesures à la va-vite. Je me rappelle, on a pris des mesures par rapport au voyage de nuit au Cameroun. On n'a même pas fait quelques jours, on a suspendu ces mesures. Donc moi, en fait, il faut qu'on prenne des dispositions. C'est-à-dire qu'il faut revoir la politique de transport au Cameroun. Que de prendre des petites mesures qui, au finish, à mon avis, ne résolvent pas le problème. C'est plutôt à cacher les vrais problèmes de transport au Cameroun. Je veux bien qu'on parle du permis à points, mais est-ce que c'est ça qui va véritablement réduire les hécatombes sur nos routes? Alors, dernière question, comment on stoppe la saignée sur les routes du Cameroun? Comment on réduit les accidents de circulation selon vous? Il faut une politique de transport vraiment bien pensée. Pour moi, il n'y a pas de solution. Parce que on fait des campagnes de sensibilisation. Est-ce que vous avez dit que le ministre actuel ne fait pas grand-chose? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il dit qu'il faut... Mais puisque c'est lui qui définit la politique des transports au Cameroun, vous avez le sentiment qu'il ne fait beaucoup? En fait, c'est pas ce que je voudrais dire. C'est pas ce que je voudrais dire. Mais je dis qu'il faut davantage penser la politique de transport au Cameroun que de prendre des mesurettes qui, finalement, on ne trouve pas leur impact. Alors, juste un dernier mot sur Alternative urbaine. On va sortir de cette phase d'échange. L'enquête que vous venez de mener
a suscité sans doute beaucoup d'intérêt de la part des hommes de médias. Mais au final, quelle est l'ambition recherchée par le travail que vous avez abattu jusqu'ici? Quel est le souhait que vous formulez à l'issue de cette enquête-là? En fait, déjà, il faut dire que l'étude est menée par Alternative Urbaine parce que nous avons un département de politique publique urbaine et gouvernance. Donc la corruption, pour nous, ici, en tant qu'objet d'étude, n'était qu'un prétexte pour questionner la régulation du transport public dans les villes. C'est-à-dire, pour nous, c'est une question qui est intéressante. Il faut qu'on réfléchisse par rapport aux politiques publiques de transport dans les villes. Parce que dans les villes, les questions de mobilité ont des enjeux énormes. On est en ville, on doit aller au travail, on doit aller au marché, on doit. Or, si on continue toujours à faire comme on est, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Donc, l'ambition de l'étude, ce n'est pas de parler de la corruption, mais c'est davantage de voir la question du transport public dans les villes. Comment les gens peuvent davantage se mouvoir dans les villes. Donc, Et sur la question, vous êtes optimiste? Oui. On est bien optimiste parce que c'est en réfléchissant, c'est en posant les bonnes questions qu'on peut faire avancer la situation. Donc pour nous, on est vraiment optimiste. Parce qu'il faut aussi rappeler qu'aujourd'hui, les gens se concentrent de plus en plus dans les villes. Aujourd'hui, on a plus de 100% de la population qui ne vivent que dans les villes. Ça veut dire que la ville doit être un objet d'intérêt majeur pour nous tous. On doit chercher à mieux vivre dans les villes. Mieux vivre dans les villes, c'est pouvoir se mouvoir, c'est pouvoir s'épanouir. Donc pour nous, c'est quitter seulement profiter de l'étude pour questionner même la ville d'aujourd'hui, qui n'est vraiment pas la ville. La ville est faite pour que on y trouve son bien-être. Mais aujourd'hui, la ville, c'est la ville du chômage. Monsieur Bertin Charles Timac, 1000 fois merci d'être venu. Moi aussi, je vous remercie sincèrement. Et ça a été un plaisir de partager avec vous ce que nous faisons à Alternative Urbaine. Et je vous rassure, chaque fois que vous nous inviterez, on sera toujours En tout présent. cas, nous ne manquerons pas de vous saisir en temps opportun. 1000 fois merci d'être venu. Pardon, je rappelle à l'endroit de nos téléspectateurs que vous êtes le président de l'association Alternative Urbaine et qui est donc une organisation de la société civile au Cameroun. Et avec vous, on a donc exploré la corruption dans le secteur de transport urbain et davantage celui du transport par cargo. J'espère qu'on a pu vous édifier sur les indices de corruption dans ce secteur d'activité et les solutions à apporter pour une régulation, une modernisation de ce secteur d'activité dans les différentes villes du Cameroun. 1000 fois merci de nous avoir suivis. À la réalisation de ce programme, Martin Kemfak était là. Au revoir, au plaisir, bonsoir.